Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit podcast, donc une approche différente de ce que je peux faire d'habitude sur ma chaîne. Je tenais à vous apporter un petit peu de changement, sortir de certaines habitudes. Et puis, en effet, ça fait 3 semaines que je n'ai pas publié de vidéo, non pas parce que je n'en avais pas l'envie, le souhait, le désir de le faire, mais il m'a manqué du temps. Je n'avais pas le timing pour le faire, étant donné que j'ai un travail à responsabilité à côté qui me prend beaucoup de temps. Je rentre très tard le soir et quand je rentre d'une grosse journée de travail, je me consacre à 200% à ma famille. Je n'ai donc plus le petit temps nécessaire pour publier du contenu et trouver l'énergie pour le faire. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis toujours présente sur ma chaîne malgré tout. Je continue à vous lire tous vos commentaires. Et je remercie notamment tous mes nouveaux abonnés. Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais publier d'autres contenus, bien évidemment. Je vais faire davantage de podcasts. En fait, les montages vidéo prennent énormément de temps et quand vous avez un travail à côté, il faut trouver l'énergie pour pouvoir le faire et publier du contenu. Ça ne se fait pas comme ça puisqu'il y a tout un montage derrière à faire. Il faut également travailler sur le son, qui, je l'avoue, n'était pas très bon sur les dernières vidéos que j'ai publiées. Là, j'ai essayé de changer de micro, on verra bien. Ensuite, je pense faire appel à un petit logiciel qui pourrait améliorer justement le son et notamment enlever tous les bruits de fond, tous les bruits parasites qui font que c'est désagréable pour l'oreille. Donc, chers amis, aujourd'hui je tenais à vous présenter ce petit podcast sur un livre que j'aime beaucoup. Donc je tenais vraiment à vous faire partager ce chef-d'œuvre, puisque pourquoi je l'appelle ce chef-d'œuvre? Je me suis retrouvée dans cette histoire comme toute victime de pervers narcissiques ou manipulateurs. On se retrouve forcément dans l'histoire de la narratrice. Là, il s'agit de l'histoire de Clotilde Bernos, dont le livre s'appelle L'emprise, la perversion du lien. Je vous invite donc à vous le procurer vivement. Je vous mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, ce que je tenais à faire, c'est vous faire cette lecture. Une lecture vous plongeant dedans qui fait que vous vous reconnaîtrez forcément dans son témoignage et j'espère que cela vous aidera à comprendre beaucoup de choses, que cela vous aidera à avancer. Parce que en ce qui me concerne, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je n'avais aucune idée de ce que signifiait la perversion narcissique. Je n'avais pas de mots pour identifier l'agresseur, entre guillemets si je puis dire, que j'ai tant aimé et qui m'a tant malmené. Je dis malmené. Et pourquoi je n'utilise pas le mot détruire? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a détruit, même si j'avais cette impression-là au cours de la relation. J'avais cette impression de destruction, mais en fait ce n'est pas quelqu'un qui a réussi à me détruire, au contraire. Je me suis reconstruite par la suite, et ça a été une révélation. Puisqu'aujourd'hui, j'avance dans ma vie convenablement, et je suis heureuse. Donc, maintenant, je vous invite à vous installer confortablement, convenablement, afin de bénéficier de cette lecture à 100%. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. J'ai aimé un homme pervers. Il a eu pour moi une passion destructrice. Passion dans le sens de possession totalitaire, à son propre usage. Mais moi, j'ai cru qu'il s'agissait de passion amoureuse, d'amour fou. Tout dans son attitude me le faisait croire.
Il m'a fallu 4 ans pour me rendre compte qu'il s'agissait chez lui de toute autre chose que d'amour. En fait, il s'acharnait à me détruire, avec passion. Il est des hommes et des femmes qui n'ont de l'être humain que l'apparence. Leur psychisme fonctionne dans le néant de la pensée personnelle et du sentiment. Humainement vide, ils paralysent l'autre, la proie. Ils lui sucent le sang pour s'en repaître dans la jouissance de leur délire de toute puissance. De manière implacable, mais subtile et camouflée, ce sont des prédateurs, exterminateurs de la vie mentale et sentimentale, de ceux, celles sur lesquels ils ont jeté leur dévolu. Ils manœuvrent à l'abri des regards, à l'abri de tout soupçon. Jamais à visage découvert, ce sont de merveilleux acteurs qui bernent leur proie mais aussi tout leur entourage. Ils se présentent sous la forme d'un bon père de famille, d'une amie, d'un mari, d'un amant, d'une bienfaitrice, d'un patron irréprochable, d'un merveilleux docteur, très difficilement identifiable, très difficilement identifié, même quand le mal est fait. L'ennemi reste invisible. Malades, ils n'agissent que pour posséder et démolir, rien d'autre et tout le temps. C'est leur seule possibilité pour survivre, ou plutôt continuer à exister. Sans cette sève qu'ils recueillent avidement chez l'autre, ils restent écorces, sèchent et meurent. Ce sont des individus dangereux et pathétiques, dont chacun de nous peut être la proie, sans s'en rendre compte. Ces hommes et ces femmes s'appellent des pervers. La violence physique a encore sa part d'ombre. La violence morale occupe des territoires beaucoup plus obscurs qu'il me semble urgent de mettre au grand jour. Urgent de le dire, de l'écrire, d'en parler, quand, comme moi, prise dans les mailles de ce processus souterrain, des trompeurs, on a eu la chance de s'extraire du filet. Nombreux sont ceux, celles qui n'arrivent jamais à percevoir l'origine de cette souffrance infligée par des malades si angéliques et prospères. Je voudrais qu'à travers ce témoignage, des hommes, des femmes, des adolescents puissent enfin se reconnaître et trouver matière à résister à cette forme de violence. C'est pourquoi j'inscris à la fin de ce témoignage un petit précis sur la perversité. Je voudrais aussi alerter les instances compétentes, sociales, psychiatriques, juridiques, sur cette déviance beaucoup plus répandue qu'on imagine. Personne n'est à l'abri de l'extrême et parfois mortelle manipulation de ces malades à l'abri des lois. Car ils agissent sous un masque, jamais à visage découvert, et dans leur délire de puissance, ils imposent leurs lois personnelles, en particulier celle du silence. Se taire, c'est obéir à leurs propres lois et se rendre complice de toute perversité. J'ai décidé de ne pas me taire. Cette histoire révèle la mise en scène grandiose et machiavélique d'un homme pervers narcissique pour s'accaparer une proie et se la détruire. L'énergie féroce et démesurée qu'il a déployée à cette intention, c'est l'histoire d'une emprise. La proie, c'était moi. C'est un témoignage, pas un reportage. Ma traduction d'un épisode de vie ravageur. Je l'écris pour dépasser ma peur, alerter, résister à la violence. Je l'écris surtout pour faire savoir que cela existe, cette monstruosité-là, et aider à la repérer sous son apparente bonhomie. Le mot perversité est utilisé à toutes les sauces, mais peu savent de quoi il s'agit exactement. Cette histoire se déchiffre à 2 niveaux. En surface, sous l'apparence de la vie, se joue une histoire d'amour, quand, sous terre, se creusent des galeries minées et se trame une histoire de mort, de très subtile, invisible façon. Le trameur de mort était si bien déguisé en amoureux et en gentil fou que pendant 4 ans, je n'ai rien saisi de ses manœuvres. Il s'agit de prédation, je n'avais pas appris à regarder l'autre comme un prédateur. J'ai aimé un robot en croyant obstinément que c'était un homme malgré tout. C'est comme si avec un simulateur de vol, j'avais cru voler en plein ciel et voulu y rester. J'ai éprouvé des bonheurs et des sensations fantastiques, mais j'ai eu tout faux et j'ai failli en mourir. J'aurais pu le tuer, je l'ai tué peu à peu dans ma tête, réduit à sa juste dimension, celle d'une momie. Il m'avait étripée vive, avec application et volupté, mais je n'en étais pas morte, pas du tout. Il n'en finirait pas de le savoir. Ce fut ma façon d'extraire cette souffrance vive, qu'autrement son venin m'aurait distillé ad aeternam. Cette vengeance était nécessaire, ma haine a peu disparu,
me reste de l'effroi, un sentiment de révolte et une fêlure irréparable. C'est dans cet esprit que j'écris. Il a agi comme un dealer, m'assénant avec régularité des doses de plus en plus fortes d'amour fou, d'adoration sans borne, jusqu'à ce que je ne puisse plus m'en passer, drogué et additif de son soi-disant amour, que lui seul pouvait me procurer. J'étais en son pouvoir, en son bon vouloir. Alors il a joué à m'en priver, puis à m'en redonner, puis à m'en repriver dans une surenchère de plus en plus périlleuse, grisée par la toute-puissance que lui conférait cet art consommé de la torture. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Ça s'apparente à du petit guignol où les marionnettes se déguisent en humains. C'est pourquoi j'ai écrit cette histoire en 6 actes, comme une pièce de théâtre qui se prolonge, mettant l'accent sur les coups de marteau, qui rythment ce processus jusqu'au dernier rebondissement, avant de baisser de rideau. Le 22 août 2002, à Bergerac, lors d'un périple solitaire en vélo, j'ai découvert un livre. Je l'ai lu d'une traite. Je me suis dit, c'était donc ça. La longue devinette trouvait réponse, une réponse terrorisante pour moi. Associer mon homme à perversité. J'ai inscrit en gros sur mon carnet de route fin, F-I-N. Quand j'ai enfin réalisé qui il était, j'ai obligé cette caricature d'homme à me regarder dans les yeux. Je l'ai affronté dans la violence des mots qui restituaient notre histoire. Bien qu'il ait tout fait pour se défiler, je l'ai harcelé à mon tour et ce n'était que justice. Je me suis vengé de toutes mes forces, suis devenu sauvage. J'ai gueulé ma révolte partout et de toutes les façons. Il n'y avait plus de frontières. Lui m'a rayé de la carte, ainsi fait tout pervers, démasqué par sa proie. À propos de ces 4 années, je n'ai pu lui arracher que 2 phrases. Je ne te connais pas et cette histoire ne me concerne pas. Il a été jusqu'à oser m'affirmer que j'étais une inconnue pour lui, que cette histoire n'avait jamais existé, qu'en un mot j'étais folle. Il a été jusqu'à oser tenter de me faire douter de la réalité de ma pensée, de mes sentiments, de ce que j'étais en train de vivre. Il a cru dans sa mégalomanie que son pouvoir saurait me rendre vide de moi, sous ma peau, une momie animée sous vide, à son image. Il a omis un détail, que ma vitalité, dont il s'est nourri, me servirait le moment venu à résister à sa violence. Il n'y a malheureusement pas de prototype immédiatement identifiable, et il se rencontre partout, surtout là où on ne l'attend pas. Il ou elle manœuvre à intensité variable et sous des déguisements variés. Il n'est possible à repérer qu'au bout d'un certain temps et uniquement s'il fait partie de votre proche environnement. D'autant qu'il s'emploie à avoir l'air du contraire de ce qu'il est. C'est un individu généralement dynamique, habile, brillant, déployant toute son ingéniosité tactique et son énergie au service de sa prédation et de son vampirisme, ayant étouffé toute possibilité de souffrance mais aussi de bonheur, incapable d'éprouver un sentiment quelconque et incapable de penser dans la logique qui nous relie affectivement à l'autre et au monde. Il fonctionne alors avec un électrocardiogramme plat. Il compense cette invalidité affective derrière une vitalité contagieuse, un cortège de bons sentiments, une prodigalité de mots, un déploiement d'artifices qui éblouissent, avec pour fonction de cacher son invivable vide. Tout est supercherie. C'est un individu agissant, qui séduit pour asseoir sa puissance. Au début, il vous apportera tout ce que vous souhaitez sur un plateau pour se rendre indispensable et mieux vous asservir. C'est la phase de la prédation. C'est donc un excellent acteur, un prestidigitateur de haut vol qui sait devenir aussi chapeau, ou lapin, ou baguette par opportunité. Il sait se transformer en tout, sans être rien, il est n'importe quoi. À long terme, il apparaît comme un mutant insaisissable. On ne sait jamais à qui l'on a affaire. C'est un individu dont la présence met mal à l'aise, sans que l'on puisse définir pourquoi. Il avance donc masqué, camouflant avec subtilité ses exactions sous une apparence anodine, tentant d'imiter l'humain avec virtuosité. Tel un robot à mécanique inoxydable, il poursuit son chemin, souvent guilleret au milieu des désastres qu'il provoque. Rien ne l'émeut, rien ne l'arrête, et c'est ainsi qu'il finira par se trahir.
car autant il sait moduler son apparence, autant son fonctionnement est rigide. Il ne sait que répéter les mêmes agissements dans le même schéma répétitif, comme un moteur programmé et indéfectible. Les phrases répétitives, les gestes répétitifs, les scènes répétitives, les agressions, intimidations, humiliations répétitives, le harcèlement, ce genre de martèlement, finiront par attirer l'attention, non du protagoniste entraîné par la mécanique, mais au moins de l'entourage. Le pervers est handicapé affectif et handicapé idéatoire. Il n'a aucune possibilité d'imaginer. Il ne peut que reproduire indéfiniment un même scénario piqué ici ou là, dans la vie des autres, les livres, les films, et qui semble adapté à ses fins destructrices. Et il s'y tient. C'est la phase de l'emprisonnement. Cette rigidité du comportement finit par se remarquer une fois que l'effet des paillettes s'estompe. Si une maîtresse d'école montre 18 fois à toute la classe les dessins que votre petit s'échine à réaliser en tirant la langue, s'exclamant « Voilà ce qu'il ne faut pas faire !» ou mieux les déchire en les jetant à la poubelle, vous pouviez imaginer que se cachent en elle des propensions perverses. D'autant que votre enfant, pour des raisons incompréhensibles, va refuser d'aller à l'école ou va se mettre dans des colères épouvantables, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Là, je pense qu'il ne faut pas se taire, même si tout le monde vous dit que c'est une enseignante irréprochable. Le sujet de ce témoignage peut générer de l'effroi, car la perversité morale narcissique vise à détruire l'autre. Moralement, dans son intégrité et son identité, c'est un processus violent qui n'attaque pas de front avec un couteau ou un sexe, mais par l'intérieur, et vise à faire de l'autre un mollusque étripé et soumis qui éventuellement finira par se détruire tout seul. Un meurtre silencieux et parfait. La dissimulation, le délire de toute puissance et la jouissance sont les trois manteaux enfilés par la malfaisance pour devenir perversité. L'organisation perverse induit que le pervers agit, que l'action remplace le vide de sa pensée et de sa vie affective, le vide d'humanité. Il agit sans communiquer ni ressentir, dans un principe d'utilité, donc sans éthique ni morale, que de se servir de qui sert à sa surexistence, et il est fixé dans ce mode de non-relation à l'autre. Dans l'organisation perverse, l'autre est néanmoins nécessaire. Seulement, il n'est pas traité comme une personne et une amulette, mais comme un ustensile, ou comme un aliment indispensable et interchangeable. Il n'existe que pour être dominé, maltraité, torturé de subtiles façons selon les besoins du prédateur. Il est donc impossible de l'identifier à qui nous sommes, comme un être humain, un alter ego, mais c'est un excellent imitateur de ce qui nous sommes, habile à se fondre dans la foule. C'est un être inhumain qui se donne l'apparence d'un humain pour mieux détruire. Un loup rutilant, déguisé en fraise des bois. Il, c'est aussi elle. Cette histoire n'est donc pas à se tordre de rire. Elle parle d'une forme de folie très mal connue où l'humain n'a plus d'existence, d'un chaos intérieur à visée destructrice dans une enveloppe passe-partout. De délicieux frissons se transforment en terreur, d'autant que c'est une histoire vraie et qu'elle pourrait vous arriver. Voilà, chers amis, c'était un petit extrait donc de ce livre que je tiens particulièrement à vous lire au fur et à mesure lors des podcasts que je vais programmer donc tout au long de la semaine. Si cette première lecture vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le signaler et me dire également si vous souhaitez que je vous lise la suite. Bien évidemment, je vous invite vivement à vous procurer ce petit chef-d'œuvre. Et sinon, je vous attends pour la prochaine lecture. Et donc cette fois-ci, on rentrera dans le premier chapitre de ce livre qui s'intitule « Histoire d'une emprise ». Et là, on va vraiment rentrer dans l'histoire de cette narratrice qui a souffert de cette emprise et qui a rencontré cet être pervers narcissique. Vous allez découvrir petit à petit ce personnage et j'espère vivement que cela vous aidera à avancer par la suite et à mieux comprendre, mieux identifier ce qu'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique et ce qu'il peut vous faire subir, enfin ce qu'il fait subir en tout cas à ses victimes. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en commentaire, les amis.
Je remercie encore une fois tous mes nouveaux abonnés, je vous remercie de me suivre, de votre fidélité. Je tenais aussi à faire un petit coucou particulier à mon abonné Samy. Samy, là je m'adresse à toi en direct. En fait, j'ai bien eu tous tes messages, tes mails. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de te répondre. Sache que je t'ai bien lu attentivement. Je suis tout cœur avec toi dans cette épreuve difficile. Même si je n'ai pas eu le temps de t'écrire, mais comme tu le sais, le cœur y est, même à distance. Je suis présente. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Je t'envoie toute mon affection et mon amitié. Des gros bisous. Et puis, n'hésite pas à m'écrire, mon petit Samy, ça me fait très plaisir. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis je vous rassure, hein, je ferai des vidéos comme je faisais avant avec ma petite caméra, enfin mon téléphone portable. Et puis, je vous dis à très vite et je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, je vous adore. Ciao les amis, ciao.